Très bien, merci d'avoir accepté cette invitation cet après-midi pour parler d'un sujet à la fois un sujet de fond et évidemment un sujet également qui est totalement d'actualité. Je vais peut-être démarrer cette conférence de presse en précisant que j'ai souhaité cet après-midi être accompagné des élus qui ont pour chacun d'entre eux une délégation bien particulière et qui donc sont complètement raccord avec les sujets dont que nous allons évoquer. Donc, M. Rivière, donc premier vice-président, qui est en charge donc délégué aux affaires générales et financières, sans qui on ne peut pas prendre de décision qui impacte notre budget sans accord. Merci. Dominique Fournel, qui est spécifiquement engagé sur les sujets grands chantiers, donc avec notamment des relations des acteurs du BTP. Dominique Fournel, Bernard Picardo, pardon, qui a l'avantage de la responsabilité des entreprises, des entrepreneurs, des petites entreprises. Enfin, Fabienne Coppel-Soré, qui donc, la délégation du transport collectif, entre choses, et des déplacements, avec notre directeur général des services, donc, qui a la lourde charge et la lourde responsabilité de préparer des éléments de budget de contexte pour 2019, les précédents et ceux à venir. Je voudrais m'arrêter un tout petit instant sur des éléments de contexte, s'agissant de la question du pouvoir d'achat, s'agissant de la question de l'augmentation de la fiscalité sur les carburants, le sujet qui est au cœur de notre rencontre cet après-midi, en rappelant peut-être des éléments factuels. D'abord, le premier, quel est le contexte législatif dans lequel nous sommes tenus aujourd'hui d'évoluer? Il ne s'agit pas simplement d'une décision de l'Assemblée plénière de 2017, mais il s'agit ni plus ni moins que d'une succession de textes législatifs qui ont été, sous l'impulsion des gouvernements successifs, votés, et à l'Assemblée nationale et au Sénat, et au moins trois textes majeurs qui fixent le cadre, finalement, de la transition énergétique, et donc qui fixent le cadre de ce qu'on appelle couramment la taxe carbone, et donc qui fixe le cadre de cette convergence d'évolution entre le gasoil et l'essence aujourd'hui. Une première loi qui est celle de la loi de finances 2014, qui pour la première fois donc arrête de manière assez claire donc cette obligation de convergence gasoil-essence, avec un premier objectif assez ambitieux qui est posé pour 2017. Il y a ensuite le texte majeur également, la loi de transition énergétique de 2015, dont le rapporteur est Madame Erika Barej, à l'époque, membre éminent du Parti socialiste, rapporteur de la loi. Et donc, cette loi de transition énergétique, qu'est-ce qu'elle amène? D'abord, elle confirme cette obligation de trajectoire. Elle instaure pour la première fois la création de la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc la PPE, et impose, dans le cadre de la PPE, l'obligation de prendre en compte le respect de la taxe carbone et donc de cette évolution de convergence. Et donc c'est bien la loi de 2015, et je vous rappelle, rapportée par Madame Barej, votée par un certain nombre d'élus à l'Assemblée nationale, qui croit donc à cette évolution de transition énergétique nécessaire pour le pays, qui fixe le cadre concernant aussi bien les acteurs nationaux, l'État,
qui intervient sur la fixation du prix des carburants à travers la TIPP, que pour les acteurs des Outre-mer. Et nous avons, nous, vous le savez, région, la responsabilité de fixer les taux d'évolution du carburant, essence gazole, dans ce qu'on appelle la TSCC, mais avec cette mention particulière que parfois on a tendance, pour certains en tout cas, à oublier, qu'il y a la PPE qui encadre cela et qui fait obligation pour les collectivités régionales d'outre-mer d'intégrer les éléments d'évolution qui sont prévus au niveau national. Troisième texte, vous avez ensuite la loi de finances de 2017, pardon, loi de finances 2017, je me fais une erreur, 2017, donc l'an dernier, qui confirme donc la trajectoire et qui décale un peu dans le temps, puisque la trajectoire n'a pas été atteinte, et qui fixe pour l'ensemble du territoire national donc une convergence gazole-essence en 2020, mémoire, 2022, pardon, en 2022. Et pour La Réunion, nous avons pris et obtenu que cette convergence donc, ne soit opérationnelle qu'à partir de 2025. Donc voilà le contexte législatif dans lequel on évolue aujourd'hui, qui est bien effectivement celle de la loi de transition énergétique, des différentes lois de transition énergétique successives depuis 2014, qui fixe un cadre, qui fixe des contraintes pour l'ensemble des acteurs de territoire, cadres et contraintes sur lesquels nous n'avons que peu de marge de manœuvre les uns et les autres. Je vais ensuite, deuxième élément de contexte toujours, je vais ensuite rappeler que la décision que nous avons été amenés à prendre à l'occasion de l'Assemblée plénière du 14 décembre 2017, donc, qui est la décision qui fait écho donc, à la loi qui a été posée au niveau national, que cette décision qui a été prise en Assemblée plénière du 14 décembre 2017, qui prévoit donc, une convergence du prix du gazole et de l'essence jusqu'en 2025, avec évidemment, à l'époque, donc un tableau de convergence qui est présenté à l'ensemble des élus et qui précise de manière claire donc, quelle sera l'évolution donc, du prix du gazole, de mémoire plus 5,36 tous les ans, et quelle sera l'évolution du prix de l'essence, de mémoire 2 centimes, plus 2 centimes sur l'ensemble de la période. Donc ça, c'est une donnée qui est connue depuis depuis décembre 2017. Plus intéressant par rapport à tout cela, c'est que avant d'arriver à l'Assemblée plénière de décembre 2017, il y aura eu le 25 octobre une concertation avec l'ensemble des EPCI, puisque vous savez que les décisions que nous prenons en matière de taxes carburant impactent également les budgets à la fois des communes et des intercommunalités. Et donc il a fallu qu'il y ait une concertation avec l'ensemble des acteurs. Depuis octobre 2017, cette concertation a été posée avec l'ensemble des EPCI. Et enfin, il y a eu une CTAP, donc Conférence territoriale de l'action publique, qui réunit départements, régions, EPCI, représentants de l'État, représentants des chambres consulaires, représentants du économique. CTAP qui s'est tenue cette fois le 20 novembre 2017 et qui confirme donc l'orientation qui est celle qui sera présentée par la région au mois de décembre, et donc qui tend vers une convergence donc gazole-essence. Donc tout ça a été fait, je vais dire presque naturellement, en parfaite transparence. Tout ça a été fait depuis plus d'un an maintenant, et donc les Réunionnais savent depuis plus d'un an quelles sont les orientations, quelles sont qui ont été posées par la région, quelles sont les contraintes qui sont celles que nous avons posées, puisque cette convergence gazole-essence, encore une fois, est posée depuis 2017. Donc elle a été appliquée en 2018, elle sera appliquée en 2019, elle sera appliquée en 2020 et 2021, jusqu'à ce qu'on parvienne à cette convergence entre le gazole et l'essence. Voilà le deuxième élément de contexte que je voulais poser aujourd'hui, disant que d'abord il y a un cadre législatif, encore une fois, qui existe,
dont l'ensemble des acteurs du territoire ont eu à connaître, et non seulement eu à connaître, mais même ont été rapporteurs de ce sujet. Donc, je vois très bien pourquoi certains s'émeuvent aujourd'hui de voir que des décisions sont prises. Et puis, le deuxième élément, c'est que la région Réunion a, en parfaite transparence et en parfaite connaissance de tous ceux qui ont bien voulu s'intéresser au sujet au moment où il était utile de le faire, et aujourd'hui encore. Donc, de pouvoir, effectivement... Et puis, troisième élément de contexte, c'est que je peux évidemment comprendre, et je comprends parfaitement l'objectif qui est fixé par le gouvernement aujourd'hui sur la loi de transition énergétique. Un objectif que je partage et que j'espère pouvoir partager donc, avec une majorité de citoyens, une majorité d'acteurs, parce que ne pas se donner les moyens d'effacer progressivement donc, la facture énergie fossile, je pense que ce serait une faute commise vis-à-vis de nos responsabilités. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir s'inscrire dans une démarche vertueuse en disant que la politique d'énergie renouvelable, par exemple, dans les énergies nouvelles, est une politique que l'on veut ambitieuse pour La Réunion, et donc on se donne les moyens d'investir sur le photovoltaïque, on se donne les moyens d'investir et d'accompagner des travaux de recherche sur les énergies des mers, on se donne les moyens sur ces sujets-là, sur la maîtrise de l'énergie, et en même temps, voilà, s'interroger lorsqu'il faut prendre des décisions sur le fait qu'il faille y aller ou pas. Donc je partage parfaitement cette démarche qui est liée à la transition énergétique, et encore une fois, je pense... Je peux me tromper, mais à mon avis, pas de beaucoup. Je pense que l'ensemble des élus réunionnais, lorsqu'ils ont eu à se positionner sur la loi de transition énergétique, ont certainement apporté un écho et un avis favorable, et un vote favorable, donc à cette perspective posée et fixée par le gouvernement. Pour autant, une fois que j'ai dit cela, quelle est la situation aujourd'hui à La Réunion? Puisque finalement, c'est La Réunion dont on parle, et c'est La Réunion qui m'importe avant tout. Quelle est la situation aujourd'hui? Situation est tendue. Beaucoup de familles sont encore et encore plus confrontées à un vrai problème de pouvoir d'achat, avec des fins de mois qui sont des fins de mois difficiles, compliquées. Avec ces derniers mois, une succession de décision qui est venue télescoper encore plus donc ces questions liées au pouvoir d'achat. La suppression des contrats aidés en fait partie. En tout cas, la diminution, on prend les termes, la diminution du nombre de contrats aidés en fait partie. Quand vous avez dans une famille quelqu'un qui, s'il perçoit donc un salaire équivalent à celui d'un contrat aidé, mais ça aide et ça participe donc grandement à soutenir et à accompagner la famille. Donc la diminution, encore une fois, du nombre de contrats aidés, n'amène pas que du positif. La modulation, parce que c'est pas une suppression, mais la diminution à partir de l'année prochaine, donc de l'abattement des 30% d'hier, participe également à ce contexte d'inquiétude pour beaucoup de Réunionnais aujourd'hui, pour beaucoup de familles réunionnaises. L'augmentation qu'il y a eu de la CSG sur les retraites est aussi un élément de contexte de réalité qui est différent et qui pénalise lourdement aujourd'hui donc une partie des retraités. Il y a eu, vous vous en souvenez sûrement, une diminution de l'allocation pour les étudiants il y a un an de cela, je pense que c'était 1 an et demi, de 5 € par mois. Donc ça concourt, ça participe aussi à diminuer ça. Et puis, par exemple, s'il en fallait encore, le prélèvement à la source, même si on nous dit qu'il devrait être sur le volume indolore, amène nécessairement à des interrogations, amène nécessairement à une gestion différente, parce que voilà, les personnes qui sont aujourd'hui concernées vont voir d'un coup d'un seul le salaire qu'ils percevaient diminuer de X% en fonction des barèmes dans lesquels ils se retrouvent. Et on rajoute à cela, aujourd'hui, l'augmentation donc de la fiscalité sur les carburants. Je le rappelle, encore une fois, fixée au niveau national et avec l'obligation pour la région Réunion de suivre ce mouvement au niveau local.
concernant le carburant, je vais encore ajouter un autre élément, c'est qu'on arrive à un moment qui est celui finalement à nouveau d'un pic, un constat d'un pic du prix du baril de pétrole. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on était en 2012-2013 à quasiment 120, peut-être même 140 euros le baril. Grosse descente jusqu'en 2015. 2016, on était début 2016, on avait un prix du baril qui était de l'ordre de 26-27 euros, le Brent. Et aujourd'hui, on est à 70 euros, avec une évolution. Et donc, quand vous mettez tous ces éléments-là bout à bout, des décisions qui ont été prises qui impactent lourdement le pouvoir d'achat des familles. Une décision supplémentaire concernant le carburant aujourd'hui, la fiscalité sur le carburant qui impacte nécessairement. En plus, une situation internationale qui amène donc, à ce que le prix du baril soit 3 fois supérieur à ce qu'il a été il y a un an de cela. Je ne peux que faire le constat et comprendre d'abord, les difficultés réelles que rencontrent beaucoup de familles, comprendre la colère qu'il peut y avoir aujourd'hui chez beaucoup de personnes, comprendre qu'il puisse y avoir effectivement un mouvement citoyen qui se met en place et qui on projette à la fin de cette semaine donc de pouvoir s'exprimer sur le sujet. Donc je comprends évidemment tout cela. Je veux dire ici, devant vous, qu'à chaque fois que nous avons été confrontés à une situation difficile, complexe, que nous avons à la région, en ce qui me concerne, en ce qui concerne nos équipes, que nous avons toujours pris nos responsabilités et que nous avons toujours été amenés à prendre de manière pleine et entière, encore une fois, nos responsabilités par rapport à ces sujets.